Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Debock. Bonjour. Bonjour. Alors, chef de groupe Défi au Parlement bruxellois. D'abord, une question à laquelle on pense tous. Est-ce qu'il faut aller aux festivités de Noël avec cet attentat terrible à Berlin hier? Est-ce que vous recommandez l'extrême prudence ou bien vous dites qu'il y a des mesures de sécurité, rien à craindre? Non, moi, je fais confiance aux autorités, tant de la ville de Bruxelles que celle du fédéral, par rapport au niveau de risque. Je crois qu'il ne faut surtout pas céder à la panique et surtout ne pas s'interdire de vivre, parce que sinon, cela montrera que finalement, les terroristes ont gagné. C'est justement la peur qu'ils veulent nous insuffler. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Évidemment, on est en compassion et en empathie avec nos amis allemands qui ont vécu ce drame. Cela montre aussi qu'il faut rester vigilant, c'est très clair, mais surtout ne cédons pas à la panique. Les autorités prennent des mesures pour pouvoir encourager finalement des festivités qui soient les plus sécurisantes possibles. Et il faut continuer à vivre. Alors, il est prévu normalement un feu d'artifice le 31 décembre, mais le bourgmestre, sur notre antenne, a dit « attendons encore la semaine prochaine pour vraiment le confirmer en fonction de ce que diront les autres autorités ». Il faut être prudent, en tout cas. Mais je salue quand même la responsabilisation cette année-ci par rapport à ces événements majeurs, parce que c'est quand même aussi des événements qui nécessitent de la préparation. Ici, on ne prend pas les mesures à la légère. On attend effectivement les rapports de l'OCAM et le Mayor de la ville de Bruxelles fait tout ce qu'il peut pour assurer la sécurité et il dit on va essayer de le maintenir, mais attendons quand même les 24-48 dernières heures afin de s'assurer que ça soit fait dans de bonnes conditions. Alors vous n'êtes pas responsable communal, mais vous êtes quand même au conseil communal de Uccle. Est-ce qu'il y a des choses, des mesures particulières à Uccle aussi? Ah oui, mais donc la plupart des manifestations aujourd'hui avec la police sont organisées pour éviter ce type d'attentat. Donc effectivement, il y a des combis de police, il y a aussi des camions qui sont mis en travers des accès des marchés pour permettre effectivement à l'ensemble des personnes qui viennent faire leurs achats, les personnes qui viennent aussi sur les terrasses, de pouvoir être le plus sécurisées possible. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'on ne sera jamais à l'abri d'un acte isolé, d'un fou, et qu'il faut effectivement pouvoir vivre avec cette menace. C'est ça l'enjeu, malheureusement, de ce que nous vivons dans notre monde, que ce soit ici ou ailleurs. Il y a malheureusement des déséquilibrés qui sont prêts à tout et qui n'ont plus de valeur par rapport à des innocents que nous sommes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez, on va revenir à de la politique là, est-ce que vous pensez qu'il y a un État NVA qui existe? On peut se dire, en voyant que le président du parti Barde-Wever assiste à des réunions policières au ministère de l'Intérieur, la secrétaire NVA, la secrétaire d'État Elke Sleur s'est attaquée par Michel Draguet parce que lui dirige les musées royaux et il estime qu'il doit porter plainte contre du harcèlement personnel. Est-ce qu'il y a un État NVA? Ah, mais c'est très clair, et ce n'est pas depuis hier qu'on le voit aujourd'hui, ce n'est jamais que la xème illustration de cette emprise de la NVA sur le pays et de se servir de l'État fédéral pour assouvir son besoin d'indépendance, et puis quand elle n'y arrive pas, de continuer en fait à tirer les ficelles de l'État fédéral. Vous savez, moi j'ai des amis qui travaillent par exemple dans des administrations et qui me disent qu'aujourd'hui il y a une véritable curée, on licencie même des contractuels qui sont là depuis 10 ans pour pouvoir asseoir et remplacer ces personnes par des néerlandophones. Des gens francophones étaient depuis 10 ans engagés et qui perdent leur emploi du jour au lendemain pour des raisons parfois totalement pas liées à la qualité de leur travail, mais parce qu'on en a soi-disant plus besoin et qu'on remplace en fait par des néerlandophones. Donc moi je crois qu'effectivement il faut pouvoir objectiver ce que fait la NVA. On le voit, ils viennent dans des réunions qui ne devraient pas nécessiter la présence de Barde-Wever. Il est en fait en réalité systématiquement là en back-office de toutes les réunions importantes et c'est lui finalement le véritable maître du pays. Et donc j'attire vraiment l'attention sur la séparation des pouvoirs qui n'est plus respectée aujourd'hui, sur l'affaiblissement de la fonction de justice, sur l'affaiblissement d'un certain nombre de fonctions très importantes et régaliennes de l'État et qui aujourd'hui sont mises à mal par l'État NVA au point de mettre nos fondements démocratiques en jeu. Et il y a un autre risque, quand on voit les derniers sondages sur Bruxelles, on voit que du côté flamand, la NVA pourra avoir une majorité d'élus et donc peut-être bloquer les institutions à Bruxelles. Oui, c'est un risque que j'avais déjà remarqué il y a plusieurs années et qui était auparavant, ce risque pesait mais via le Vlaams Belang. Et aujourd'hui,
à cause finalement de ce gouvernement fédéral qui a mis la NVA au pouvoir, on voit que demain, sur la région bruxelloise, la NVA pourrait jouer ce même jeu de blocage des institutions. Tout ça pour montrer finalement que cette région bruxelloise, qui pourtant vit bien avec les néerlandophones, avec l'Open VLD, avec le CNNV, avec le SPA, aujourd'hui ça fonctionne bien, eh bien leur objectif c'est de parasiter, de bloquer nos institutions pour mieux finalement les contrôler et faire quoi? La cogestion de Bruxelles. Ça a toujours été finalement leur objectif final, c'est d'empêcher les Bruxellois de prendre leur destin en main, de pouvoir exister à côté des deux autres régions. Alors souvent, ce n'est qu'en fin d'année qu'on pense à la précarité, à la pauvreté, alors qu'on devrait certainement y penser pendant toute l'année. Il y avait une idée que vous aviez soumise, je ne sais pas ce qu'il en est, de pouvoir mensualiser par exemple certaines factures d'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider à sortir des gens de la précarité? Alors ça vient vraiment de mon expérience de terrain, c'est que j'ai la chance de siéger dans un conseil de l'aide sociale où nous voyons beaucoup de dossiers de personnes qui sont en souffrance par rapport à cette question de l'endettement et qui viennent malheureusement quand il est trop tard, quand il y a des factures impayées, quand il y a les huissiers aux portes et qui sont là avec une accumulation de dettes qui commencent en fait petites, mais qui au final se retrouvent avec plusieurs milliers d'euros parce qu'elles n'ont pas pu faire face. Et on le voit pour le gaz, l'électricité, mais le gaz c'est mensualisé, et on le voit aussi pour l'eau, avec des factures de 300, 400, 500 euros qui deviennent vite, après 2 rappels d'huissier, 1 millier d'euros, et les gens avec un revenu d'intégration sociale ne peuvent plus y faire face. Même des personnes qui travaillent ont du mal à faire face à une facture de 300, 400 euros qui est annuelle. Donc qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé de faire la mensualisation. Ce que vous avez finalement pour votre téléphone ou pour votre facture d'électricité, c'est de pouvoir dire, payer 20 euros par mois, ça vous pouvez le gérer dans un budget de 800, 900, 1000 euros. Et même pour ceux qui sont des travailleurs avec des revenus aux alentours de 1500 euros, 30 euros par mois, c'est gérable plutôt qu'une facture de 300, 400 euros à la fin de l'année. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, Vivaquo Hydrobru perd de l'argent parce qu'en ne procédant pas de cette manière-là, il y a énormément d'irrécouvrables et il y a des irrécouvrables tant pour les ménages que pour les entreprises parce que la moitié des irrécouvrables viennent des entreprises qui elles aussi n'ont pas la faculté de payer mensuellement. Ça pourrait avoir un double effet. C'est un double win-win, c'est faire en sorte que les gens puissent payer plus facilement leurs factures par petits bouts, mais aussi pouvoir faire entrer plus d'argent finalement et d'avoir moins de dettes irrécouvrables pour l'entreprise. Alors vous êtes d'Uccle, on dit souvent Uccle c'est une commune de riches, alors qu'on a vu qu'il y a le quartier Alzenberg, la chaussée d'Alzenberg, va bénéficier d'une aide spéciale contre la dualisation. Ça veut dire qu'il y a vraiment un quartier pauvre à Uccle? Vous savez, ça fait plusieurs années que je me bats pour casser l'image un petit peu trompeuse que certains ont de la commune d'Uccle. Je suis très fier de ma commune, mais souvent on la classe comme la commune des riches, la commune des Français exilés, ces espèces d'expatriés qui font d'Uccle une espèce de paradis fiscal. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on a une commune avec une tension, avec effectivement des gens très riches et des gens aussi très pauvres. Et en fait, la classe moyenne a fortement diminué à Uccle ces 20 dernières années. On a 2 fois plus de pauvres aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans et on a 2 fois plus de très riches en haut de l'échelle. Et au milieu, on a cette classe moyenne qui a disparu et le fait que le quartier de la chaussée d'Alzenberg, depuis l'altitude 100 jusqu'à Calvoute, soit maintenant reconnu par la région comme zone d'extrême pauvreté, avec un taux de chômage de plus de 25%, ça doit nous interpeller. Ça doit interpeller les décideurs régionaux qui vont investir un peu d'argent public pour pouvoir revitaliser, mais ça doit aussi interpeller c'est quand même bizarre parce qu'il y a plein de magasins là-dedans. Comment ça se fait? Alors qu'il y a tellement de magasins, on a l'impression que c'est pas on le voit, effectivement, c'est le problème de la mixité des fonctions. On a effectivement des maisons qui sont louées à un certain nombre de commerces, pas toutes, mais beaucoup, et malheureusement très peu de logements au-dessus de ces commerces. Et donc quand vous vous baladez le soir ou quand vous vous baladez le week-end, vous voyez en fait que ce quartier est très peu vivant. Et donc, il faut à tout prix ramener des habitants dans ce quartier, pouvoir mettre des logements au-dessus des raies commerciaux. Et maintenant, c'est une action qu'il faut faire rapidement pour éviter le déclin. Il faut vraiment reconquérir ce quartier. Alors, parlons de vos espoirs pour 2017, parce qu'on approche de la fin de l'année. D'abord, pour Uccle, avoir un bourgmestre à temps plein, par exemple, ce serait une bonne idée? Vous savez, ce n'est pas le temps qu'il faut, c'est la qualité. Moi, j'aimerais que tous les échevins aussi puissent, quel qu'il soit, dans la commune qu'il soit, pouvoir s'investir à temps plein. Je crois que ma commune a beaucoup de difficultés, on vient d'en parler. Les impôts ont fortement augmenté pour les Uclois. C'est quand même la commune qui, depuis 20 ans, a le plus fortement augmenté son précompte immobilier. Donc moi, je souhaite avant tout qu'on fasse un effort pour les citoyens en diminuant l'impôt sur les personnes physiques. C'est ce que je me suis engagé à faire et je porterai encore ce message pour qu'en fait, on puisse
continuer à vivre tout simplement dans nos quartiers. Le plus triste finalement, c'est que les jeunes ne puissent plus vivre dans la commune de leurs parents. Mais ma question, évidemment, je parlais d'Armand de Decker, est-ce qu'il doit revenir en janvier ? Est-ce que vous pensez qu'il doit revenir ? Vous savez, il s'est mis en Il doit congé céder la maintenant, place. il est malade, on verra bien ce qui se passera en janvier. Il a fait un pas de côté quelque part avec les événements qui se passent. Il y a une commission d'enquête, on verra s'il pourra faire les deux et à la fois répondre aux questions de la commission d'enquête et pouvoir gérer la commune. Puis voilà, Et attendons. sinon, votre préférence entre Renders et Diliès pour l'avenir ? Ah, moi, je n'ai pas de préférence, je vois simplement la réalité électorale. Vous avez Didier Reynders qui a fait 4000 voix, qui est un excellent ministre et un bon conseiller communal. Je vois aussi Boris Iliès qui s'est beaucoup investi dans la commune et qui est un bon échevin des finances et qui est un de ceux qui, je crois que ces deux personnes veulent réformer la commune et continuer à faire en sorte que cette commune avance. Et je serai de leur côté s'ils le souhaitent. Les deux, c'est ça. Ah mais Pas je en crois que, choisir un attention, c'est une plutôt que équipe avant tout. Vous savez que Défi, FDF est depuis maintenant plus de 20 ans dans cette majorité communale. L'important, c'est de pouvoir la faire fonctionner du mieux possible au service des citoyens. Et un vœu pour la région bruxelloise pour 2017, en un mot ? Moins de pauvreté surtout, plus de justice sociale et fiscale. Merci Emmanuel Debock. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.